qui est un praticien hospitalier qui fait de l'enseignement de l'orthodontie, qui est aussi un passionné de l'orthodontie précoce. Je pense que toutes ces conférences sont reliées par une passion, une expertise et vraiment un sérieux dans chaque présentation. Le docteur Reda Halim a cette passion. Je le vois dans toutes les conférences. C'est comme chacun d'entre nous, il cherche des solutions et il les trouve. Ça, c'est extraordinaire. Alors, écoutez, cette conférence sur la mastication, un allié précoce, alors c'est c'est tout un tas de conférences qui se lient les uns aux autres. Eh bien, chers collègues et amis, bonjour. J'espère vous trouver en bonne santé. Je suis très honoré de participer à la fois à l'organisation de ce premier congrès virtuel de la Société française d'orthodontie pédiatrique en qualité de secrétaire général, mais également de conférencier. C'est dire que ma tâche est lourdement portée aujourd'hui. Alors, avant de commencer cette présentation, je tenais à remercier tous les membres du bureau pour leur effort inégalé sans lesquels ce congrès virtuel n'auraient pu voir le jour. Je tiens également à remercier tous les spécialistes de l'enfant pour leur confiance et leur participation. Nous avons tout de même dépassé les 2000 inscrits. Alors, malgré les difficultés liées à cette période de crise sanitaire, nous nous efforcerons d'échanger et de débattre de sujets qui nous passionnent et qui nous unissent avec des spécialistes de l'enfant de divers pays, bien évidemment, pour faire de l'orthodontie pédiatrique et de l'enfant une priorité et bien sûr restituer à notre spécialité le rang médical, bien sûr, qu'elle mérite. Alors, je me présente rapidement avant de fermer ma fenêtre pour que vous puissiez en tous les cas être beaucoup plus à l'aise dans la présentation. Je me présente, donc je suis le docteur Reda Halim, je suis un spécialiste en orthodontie et enseignant donc hospitalo-universitaire à la faculté de médecine dentaire d'Alger depuis environ une quinzaine d'années. Je suis également secrétaire général de la Société algérienne d'orthodontie. Alors, tous ceux qui me connaissent savent parfaitement que je suis un féru de traitement précoce et cette passion pour la prise en charge des enfants, je la dois à des rencontres déterminantes dans mon parcours professionnel. Donc, j'ai eu la chance d'évoluer avec le professeur Laraba, qui est la doyenne de l'orthodontie en Algérie, véritable pionnière, qui a su transmettre à des générations entières l'art de la réflexion orthodontique, notamment autour de la prise en charge de l'enfant. Et puis de là, mon parcours professionnel s'en est grandement inspiré, puisque j'ai eu la chance de me former chez les grands noms de l'orthodontie pédiatrique en France, car très influencé par mes lectures. Alors, c'est de cette façon que j'ai pu connaître Madame Kolf, dans le cadre, bien sûr, d'une formation à la FEP, à l'Association française Pedro Planas. Bien sûr, cette dame a introduit Pedro Planas en France et elle s'est toujours attelée à mettre en valeur la fonction masticatoire dans le développement et la croissance des structures maxillo-mandibulaires. Et puis le professeur Jean Delair, qui fête cette année ses 97 ans, à qui nous rendons un vibrant hommage, donc véritable encyclopédie qui a su mettre en avant le rôle morphogène des dyspraxies orofaciales dans le développement du complexe crânio-maxillo-mandibulaire. Et puis le docteur Raymond, qui est bien sûr un fervent défenseur de la prise en charge précoce des classes 3, qui est l'expert des classes 3 en France, avec lequel j'ai le plaisir de collaborer dans le cadre de mon travail de thèse. Et puis le docteur Fellus, qui par ses multiples parutions, conférences et ouvrages, a toujours su sensibiliser les spécialistes de l'enfant sur la nécessité d'une prise en charge précoce dès l'âge de 3 ans des dyspraxies labio-linguales. Et enfin, je transmets toutes mes amitiés et mon profond respect au docteur Marie-Joseph Deshaies, clinicienne hors pair, experte des traitements précoces avant 6 ans, elle-même élève du professeur Delair et initiatrice du concept d'orthopédie crânio-faciale. Alors, en effet, l'orthopédie précoce a toujours suscité débats et controverses au sein de la profession. Alors, bien sûr, ce sujet a fait l'objet de différentes réunions de la Société française d'orthopédie dentofaciale avec des thèmes, je dirais, évocateurs et provocateurs. Alors, je vais juste réduire ma fenêtre pour être beaucoup plus à l'aise. Alors, bien sûr, faut-il traiter tôt? Quel est le moment opportun pour le faire? Ou au contraire, attendre et différer la prise en charge en une seule phase de traitement après l'éruption complète de toutes les dents? Alors, pour sortir des méandres de ces conflits, sans réel intérêt pour nos jeunes patients, qui sont le plus souvent imposés par le diktat des evidence-based, gardons à l'esprit que notre vocation première en qualité de médecin de la bouche est d'apporter d'abord et avant tout une solution thérapeutique rationnelle et réfléchie
aux problèmes orthodontiques sitôt dépistés et que l'attentisme de certains praticiens, loin d'être une attitude médicale, constitue très souvent une véritable perte de chance pour ces enfants, les condamnant à des traitements lourds, onéreux à l'adolescence ou à l'âge adulte, avec une stabilité, il faudra le dire, pas toujours au rendez-vous. Alors, entre traitement étiologique réel et traitement symptomatique, notre rôle en qualité de professionnel de la santé trouve tout son intérêt. Alors, nous avons tout de même retenu de toutes les conférences vues depuis le début de ce congrès que les anomalies orthodontiques dépistées chez le jeune enfant, dès l'âge de 3 ans, qu'elles soient fonctionnelles ou structurales, ne sont que l'expression d'une génétique héritée, transmise par les parents, auquel se surajoute un déséquilibre entre les stimulations environnementales, que sont bien sûr les fonctions orofaciales, et la croissance des structures crânio-maxillo-mandibulaires. C'est dire donc tout l'intérêt que revêt pour nous le couple forme-fonction, tant dans la compréhension de l'éthiopathogénie que dans la prise en charge de ces dysmorphies. Alors, la prise en charge précoce des dysmorphoses de classe 3 s'inscrit parfaitement dans cette optique, en raison de leur diversité éthiopathogénique, leur forme clinique extrêmement variée, la complexité des phénomènes de croissance qui les accompagnent, leur prise en charge complexe, difficile, longue, et puis leur forte tendance à la récidive, sans oublier bien sûr leur impact psychologique important chez l'enfant en pleine évolution. Donc, elles demeurent de loin aujourd'hui les anomalies les plus redoutées des orthodontistes. Alors, bien qu'il n'existe pas de calendrier thérapeutique clairement établi aujourd'hui et que la problématique de ce calendrier existe encore, puisqu'il n'existe ni consensus sur leur prise en charge ni calendrier thérapeutique, donc l'intervention orthopédique précoce est pleinement justifiée par beaucoup d'auteurs. Alors, cette intervention va assurer une normalisation de la croissance et des fonctions pour une plus grande stabilité des résultats et évite bien sûr l'aggravation de ces dysmorphoses à un âge avancé. Alors, il semble donc impensable et totalement irrationnel en 2020 de diagnostiquer une dysmorphose de classe 3 chez un enfant et d'en différer la prise en charge à l'âge adulte en vue d'une chirurgie orthodontique. Il s'agit en droit médical, et il faudrait tout de même le savoir, d'une véritable perte de chance pour l'enfant passible de poursuites judiciaires. Alors, la diversité éthopathogénique des dysmorphoses de classe 3 mérite tout de même toute notre attention, puisqu'en dehors du facteur génétique, indépendant de notre intervention, mais tout de même flexible, et Dieu merci, donc le facteur fonctionnel décisif pour la croissance et le développement du complexe crânio-facial est quant à lui soumis à l'influence de nos thérapeutiques. En effet, il faudra tout de même le dire, nos appareillages, qu'ils soient fonctionnels ou orthopédiques, sont de véritables perturbateurs de l'équilibre morbide qui existe entre forme et fonction, à l'origine des dysmorphoses de classe 3. Vous l'aurez donc compris, les fonctions orofaciales représentées par la respiration, déglutition et mastication, indissociables de l'action orthopédique, demeurent le domaine de prédilection de toute intervention précoce sur les dysmorphoses de classe 3. C'est ainsi que de nombreux auteurs considèrent que l'effet délétère, comme Talmant, Phébus, McNamara, Delair, considèrent que l'effet délétère d'une respiration buccale sur la morphologie des pièces squelettiques en croissance, ainsi que l'ensemble des dysfonctions linguales qui s'y associent, sont à l'origine d'une spirale dysmorphofonctionnelle qui expliquerait la dégradation du tableau clinique et la dérive vers la classe 3 avec le temps. Donc, la suppression le plus tôt possible de ces praxies est donc un prérequis avant toute intervention précoce orthopédique. Ceci, bien sûr, a été parfaitement illustré dans la conférence du Dr Phébus. En revanche, rares sont les travaux qui mettent en exergue le rôle de la mastication et de la cinématique mandibulaire qui s'y associent dans le développement et l'aggravation de ces dysmorphoses de classe 3. Pour beaucoup d'auteurs, comme Delair, Planas, Raymond, Lim, la mastication, fonction princeps de l'appareil mandibucateur, est considérée comme un véritable facteur de régulation de la croissance crânio-faciale. Comme nous le montre et nous l'illustre cette planche, la puissance des forces délivrées par les muscles masticateurs et leur diffusion à l'ensemble du massif facial et crânien jouent un rôle de véritable moteur de croissance dont l'action morphogène assure le développement et le remodelage de différentes unités maxillaires et mandibulaires. Donc, c'est ainsi que la mandibule, animée par sa frappe masticateur puissante et ses excursions latérales, participe au développement tridimensionnel du maxillaire, comme nous le montre cette animation,
optimisant l'installation d'un rapport maxillomandibulaire harmonieux dit de classe 1. Alors, pour créer et entretenir ces conditions morphologiques optimum, donc la balance masticatoire doit s'opérer de façon symétrique, alternativement à droite et à gauche. Il y aurait donc une véritable réciprocité d'action entre l'harmonie morphologique du squelette crânio-facial et l'harmonie fonctionnelle masticatoire. Alors, cette vidéo nous l'illustre parfaitement, qui est une bouche d'un enfant en denture mixte, qui présenterait donc tous les signes d'une harmonie maxillomandibulaire de classe 1, et nous pouvons voir que la mandibule est animée de mouvements symétriques alternativement à droite et à gauche, qui emmènent les dents inférieures à se frotter le long des dents supérieures dans une trajectoire symétrique. Alors, les images arrêtées nous illustrent parfaitement cette trajectoire masticatoire et la pente que décrit le déplacement de la mandibule, bien sûr, illustre cette trajectoire masticatoire. Donc, tout déséquilibre squelettique de classe 3 va retentir sur la qualité de la balance masticatoire et va donc souligner encore une fois la nécessité d'intégrer le couple forme-fonction dans la prise en charge précoce des dysmorphoses de classe 3. Alors, si nous devions évaluer les particularités masticatoires d'un enfant classe 3 par l'examen en vue frontale et sagittale de ses latéralités masticatoires sur ces vidéos, donc nous allons en fait retenir deux éléments importants. D'abord, le côté, donc le caractère asymétrique du mouvement, et ensuite le caractère propulsif. Alors nous allons visualiser ceci. Alors bien sûr, sur une vue frontale, nous pouvons bien sûr observer le déplacement plutôt incoordonné de la mandibule, qui est en rapport avec bien sûr l'inversion de l'articulé, puis cette mandibule est animée de mouvements plutôt amplifiés, donc et asymétriques surtout. Donc le caractère asymétrique du mouvement est quasi ou omniprésent dans les classes 3. Et bien sûr, en vue de profil, bon, je vais juste arrêter la première vidéo, donc en vue de profil, donc ce mouvement incoordonné de la mandibule va emmener cette dernière dans un mouvement exagéré ou exagérément vers l'avant, dans un mouvement propulsif. Et voilà pourquoi nous disions que ces deux caractères donc, étaient particuliers des classes 3. Nous allions pratiquement tout le temps retrouver donc l'asymétrie des latéralités masticatoires et l'asymétrie et le caractère propulsif de la latéralité masticatoire. Donc, sur le plan étiologie, donc ces asymétries masticatoires, on pourrait trouver leur explication d'abord au niveau basicrânien, par un remodelage spécifique des cavités glénoïdes. Donc, comme nous le montre très bien cette planche, cette asymétrie, alors bien sûr, la cavité glénoïde est le miroir donc, de la forme du condyle. Donc, nous voyons très bien sur cette mandibule d'enfant de classe 3 qu'il existe une asymétrie au niveau des formes condyliennes et au niveau aussi des cavités glénoïdes. Et donc, cette asymétrie basicrânienne serait responsable de cette asymétrie de trajectoire de balance masticatoire droite et gauche. Bien sûr, à cette étiologie basicrânienne, nous allons aussi rajouter une étiologie occlusale, bien évidemment, puisque le plan d'occlusion, dont l'orientation pathologique tridimensionnelle est retenue justement dans l'apparition de cette asymétrie masticatoire. Alors, sur ce crâne donc de face et de profil, nous pouvons observer qu'il existe une bascule frontale du plan d'occlusion. Et bien sûr, cette bascule frontale n'est pas seule, puisque l'orientation pathologique du plan d'occlusion est tridimensionnelle, va bien sûr s'associer une bascule anti-horaire du plan d'occlusion. Donc, ces orientations pathologiques du plan d'occlusion et cette asymétrie des cavités glénoïdes sont les causes principales, justement, d'une asymétrie des trajectoires masticatoires. Cette balance masticatoire pathologique, il faudra aussi le préciser, participe activement à entretenir et à aggraver la dysmorphie d'origine. Alors bien sûr, sur le plan thérapeutique, nous avons tout de même deux objectifs qui sont très clairs. Donc il faudra associer à l'action morphologique de conformation du maxillaire, donc il faudra corriger donc en 3D le maxillaire, et puis à cette action, nous allons aussi associer une correction de la balance masticatoire. Donc celle-ci va devoir se faire de façon symétrique, alternativement à droite et à gauche, et surtout rétruse afin de développer un maximum de puissance masticatoire et réorienter la croissance de la mandibule, et enfin potentialiser l'effet orthopédique du maxillaire.
sur le maxillaire. Alors, bien sûr, pour répondre à ces objectifs, la prise en charge, bien évidemment, de ces enfants, idéalement, devra se faire avant l'âge de 6 ans, puisque nous pouvons donc, en denture temporaire, réorganiser en fait la totalité des rapports maxillomandibulaires de façon à corriger la morphologie et à corriger aussi la fonction masticatoire. Alors bien sûr, nous ne cesserons de le répéter, c'est vrai, traiter le plus tôt possible dès l'âge de 3 ans, à condition que l'enfant le permette et qu'il ait aussi atteint un certain degré de maturation psycho-émotionnelle et cognitive. Nous n'avons pas toujours cette possibilité de lancer des prises en charge chez tous les enfants dès l'âge de 13 ans. Alors, à cet âge, la croissance du crâne n'est pas encore achevée et puis les appareillages utilisés vont induire de réels remodelages osseux des structures basicrâniennes sur lesquelles sont appendus le maxillaire et la mandibule. Donc, ces appareillages doivent être ludiques, faciles bien sûr à porter et pour que l'enfant puisse les intégrer le plus facilement possible. Alors, il s'agit bien sûr des pistes de désocclusion totale du docteur Marie-Josette Deshaies qui vont en fait apporter donc une réponse à notre double objectif thérapeutique, c'est-à-dire une conformation du maxillaire par l'appui que représente la résine au niveau du maxillaire, nous le voyons très bien, et bien sûr les petits vérins sectoriels qui vont en fait symétriser le maxillaire donc de façon à lui redonner ses dimensions harmonieuses et bien sûr des pistes qui vont recouvrir les dents, donc vous allez le voir aussi sur cette planche, les dents n'entrent pas en contact, donc ce désengrainement est très très important pour déprogrammer le patient, pour qu'il ne retrouve pas son chemin masticatoire archaïque, et le réglage de ces pistes est extrêmement important, puisque le patient va devoir manger avec ces pistes, manger sur des aliments bien sûr texturés et fibreux, afin en fait d'imprégner toute la puissance masticatoire aux structures sous-jacentes. Donc, vous comprenez que notre zone d'action se fera au niveau des dents et que ces dents vont servir de zone de relais aux forces occlusales et à la puissance musculaire. Donc, l'enfant mangera avec son appareil et la mastication se fera donc sur des surfaces artificielles en résine. Donc, ce sont des surfaces occlusales artificielles, mais en résine, dont les réglages par des meulages spécifiques vont permettre de développer la puissance masticatoire, vont permettre de corriger l'orientation pathologique du plan d'occlusion et de guider la mandibule vers une cinématique qui est beaucoup plus symétrique et beaucoup plus rétreuse. Alors, bien sûr, nous le dirons encore une fois, donc malgré l'éthiopathogénie complexe des classes 3, un traitement dit précoce, débuté pendant la petite enfance, entre 3 et 6 ans, offre tout de même beaucoup plus de chances de réussite et de stabilité dans le temps, puisqu'il s'agit d'un véritable traitement médical basé sur un diagnostic étiologique bien précis. Alors, nous allons illustrer ceci par 2 cas cliniques. Donc, le cas de la petite Myriam, donc âgée de 4 ans et 3 mois, qui a été orientée par des dentistes de l'hygiène scolaire pour son asymétrie occlusale et son asymétrie du menton. Donc, nous voyons très bien les signes d'une classe 3 au niveau de son visage, de face et de profil, avec un profil plutôt rectiligne étant donné son jeune âge, mais qui tend vers la concavité tout de même. Et bien évidemment, au niveau occlusal, la symétrie est confirmée avec une mandibule qui croise carrément à gauche. Le diagnostic céphalométrique trouve aussi toute son importance, puisqu'il faudrait tout de même avoir aussi un diagnostic des facteurs architecturaux, crânio-faciaux, selon l'analyse architecturale de Doller, qui va nous permettre en fait de poser le diagnostic de classe 3. Donc, à partir de là, nous pouvons démarrer notre thérapeutique. Alors, ce qui est le plus intéressant à observer chez cette petite, ce sont ses latéralités masticatoires. Et comme vous le voyez sur cette planche, en vue, donc en frontal et en sagittal. Donc, il existe d'abord une asymétrie au niveau des trajectoires masticatoires, chose qu'on avait décrite précédemment, donc dans la dynamique masticatoire d'un enfant classe 3. Et de profil, nous pouvons aussi observer ce caractère propulsif de la mandibule qui emmène les dents inférieures en latéralité à dépasser les dents supérieures, aussi bien à droite qu'à gauche. Alors bien sûr, d'une façon un peu plus exagérée à gauche, puisque cette patiente est masticatrice gauche, mais du côté droit, donc le caractère propulsif existe, peut-être moins, mais vous voyez en fait que cette canine va en fait bloquer carrément la trajectoire masticatoire de ce côté, emmenant cette petite à mastiquer préférentiellement du côté gauche. Alors, l'appareillage mis en place
est une piste de désocclusion totale, c'est ce qu'on avait décrit, et là vous voyez que l'orientation des vérins dépend du cas, bien évidemment. Il ne s'agit pas de réaliser une expansion anarchique de l'arcade, il s'agit d'une véritable symétrisation de l'arcade maxillaire, en sachant bien sûr que ces appareillages vont prendre appui sur les dents de lait et que ces dernières sont en relation directe avec la base osseuse. Donc toute modification au niveau intra-arcade aura des répercussions au niveau basal. Et bien sûr, ces pistes qui vont recouvrir la totalité des surfaces occlusales jusqu'aux canines. Personnellement, je préfère donc demander à mon prothésiste de réaliser 2 pistes de couleurs différentes qui vont permettre en fait à l'enfant de changer plus facilement, d'identifier son côté masticant, donc le côté corrigé, étant donné qu'à leur âge, la latéralisation n'est pas de règle et que le côté droit et gauche est quand même assez difficile à identifier chez les enfants. Alors, la voici donc en début de traitement. Donc, alors, nous pouvons noter l'asymétrie occlusale et l'asymétrie surtout des trajectoires masticatoires. Sitôt l'appareillage mis en place, nous pouvons observer que la mandibule se recentre d'elle-même et que ce recentrage est aussi influencé par la différence d'épaisseur qui existe entre la piste gauche et la piste droite. Et vous pouvez voir ici que la piste gauche est beaucoup plus épaisse et bien sûr, selon la loi de la dimension verticale minimale, cette patiente ou cette petite aura tendance spontanément à venir en fait mastiquer du côté droit. Donc les réglages qui auront lieu, qui vont se produire au niveau donc, des pistes, qui seront réalisés par le praticien, vont en fait guider cette mandibule vers une mastication beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus symétrique. Alors la voici pratiquement en fin de traitement, donc vous pouvez voir l'évolution du meulage au niveau des plaques et l'affinement, donc ces plaques deviennent très très fines pour laisser place à une mastication puissante et à une symétrie des trajectoires masticatoires. Donc voici pour ce qui est de sa symétrie interincisive et de sa symétrie donc de la balance masticatoire. Alors là, voici en fin de traitement, après 9 mois de traitement, donc vous voyez que ça ne prendra pas beaucoup de temps, une occlusion qui est quand même plutôt bien posée à droite et à gauche, donc en classin, l'harmonie aussi faciale qui prouve en fait le repositionnement de la mandibule et puis l'épanouissement du maxillaire. Mais le plus intéressant pour nous est d'observer en fait la différence qui existe entre ces trajectoires masticatoires avant et après. Donc cette asymétrie flagrante au niveau de ces trajectoires masticatoires a été corrigée puisque nous voyons que la symétrie droite-gauche maintenant donc est respectée et bien sûr c'est comme si nous avions remis un train en marche. Alors de profil également, le caractère propulsif a été remplacé en fin de traitement par une rétroposition de la mandibule qui est bien sûr un gage de réussite et de stabilité de ces corrections orthopédiques de classe 3. Alors, la correction orthopédique peut être aussi matérialisée par l'analyse de l'air qui confirme effectivement que la ligne maxillaire se trouve maintenant en avant de la ligne mandibulaire, ce qui n'était pas le cas avant le traitement. Donc, ces thérapeutiques qui sont fonctionnelles, mais qui utilisent, donc, qui exploitent la mastication, auront un effet fonctionnel au niveau de la trajectoire masticatoire, mais également un effet orthopédique au niveau des maxillaires, donc qui s'exprime par une avancée du maxillaire supérieur. Alors, voyons voir un deuxième cas un peu plus rapidement, donc le cas de la petite Yacoub âgée de 4 ans, qui se présente pour une classe 3, donc avec des signes inverses à ceux de la patiente précédente. Et les trajectoires masticatoires également montrent une asymétrie flagrante avec un mouvement très ample à droite et plutôt limité à gauche. Donc, mise en place de sa piste, donc il la recentre systématiquement. Donc, la mastication se fera donc sur cette piste-là. Et puis, le praticien va devoir apporter des réglages de façon à symétriser sa mastication. Et dans ce cas, le côté bleu, donc la piste bleue est beaucoup plus épaisse et qui va donc forcer l'enfant à changer de côté de mastication. La voici en fin de traitement et nous voyons parfaitement donc, la coïncidence donc, et le recentrage mandibulaire et puis la symétrisation de ces trajectoires masticatoires. Alors, voici donc la voici après 10 mois de traitement, donc et nous voyons la symétrie de son occlusion à droite et à gauche, et puis la correction aussi orthopédique, parce qu'il faudra aussi confirmer que la correction orthopédique est bien palpable, donc confirmée par l'analyse architecturale de Deler.
Alors, bien sûr, ces dysmorphoses de classe 3, et nous cesserons de le répéter, sont des anomalies fortement évolutives. Donc, plus l'enfant avance dans l'âge, et plus la spirale dysmorphofonctionnelle se complique, ce qui réduit donc ses chances de réaliser un véritable traitement étiologique. Donc, après 6 ans, des corrections, oui, sont possibles, mais elles s'amoindrissent, donc je veux dire la stabilité s'amoindrit, puisque les corrections orthopédiques sur les maxillaires sont plus difficiles à obtenir avec des appareillages fonctionnels, et nous serons amenés à utiliser des appareillages un peu plus imposants qui apportent des forces orthopédiques lourdes telles que des masques faciaux ou des disjoncteurs palatins. Donc en conclusion, nous dirons qu'il est quand même nécessaire, et nous insisterons là-dessus, la nécessité d'une intervention précoce sur les classes 3 squelettiques, l'importance d'une normalisation précoce du couple en fonction et la nécessité d'intégrer aujourd'hui la mastication à nos traitements de classe 3, idéalement avant 6 ans. Alors, bien évidemment, le traitement de ces dysmorphoses de classe 3 implique aujourd'hui une véritable alliance entre une orthopédie et une réhabilitation fonctionnelle pour faire de la mastication le meilleur allié possible. Et bien sûr, cette démarche devra s'inscrire dans une nouvelle ère plus médicale, assurant stabilité des résultats et santé de l'enfant. Je vous remercie pour votre attention.